Nous sommes dans le site drangelique.free.fr, toujours dans la série des leçons de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe, et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder maintenant la faculté de mémoire sensible. Je dis bien la faculté de mémoire sensible pour ne pas confondre et pour bien distinguer de ce qu'on appelle la mémoire spirituelle. Et en fait, on les confond souvent. Mais on peut assez facilement déterminer la différence entre les deux en regardant leur objet. La mémoire sensible, qui est une faculté de la vie psychique, donc qui est commune avec les animaux, a comme objet des images, donc des choses qu'on peut représenter, ou alors qu'on peut entendre, bref, des sensations ou des états affectifs, qu'on garde au-delà de leur caractère passé. Tandis que la mémoire de l'intelligence, qui n'est pas une faculté différente de l'intelligence, parce que l'intelligence spirituelle n'est pas bornée au temps, elle est en elle-même au-delà du passé, du présent et du futur par son objet, eh bien c'est tout simplement l'intelligence qui garde certains concepts qu'elle a compris, au-delà aussi du temps. Mais l'objet n'est pas le même, l'objet n'est pas simplement une image sensible, l'objet est un concept, donc quelque chose de spirituel, quelque chose qu'on comprend. Un concept, on ne peut pas le représenter. Alors je donne un exemple concret. Un chat concret, devant soi, on le voit. On a donc une image de ce chat qui vient dans les sensations externes, et si on ferme les yeux, on arrive toujours à se le représenter. C'est l'imagination alors qui prend le pas sur les sensations et qui est capable de manifester de nouveau à l'intérieur l'image de ce chat, de manière beaucoup moins précise, évidemment. On n'entre plus dans les détails des sensibles propres, mais c'est plutôt une silhouette générale, un mouvement, un repos, une manière de se tenir, donc des sensibles communs. La mémoire, elle garde, au-delà du temps, ce genre d'image-là. Mais pas seulement ça, elle garde tout ce qui a rapport avec la vie psychique. Donc des états affectifs, mais aussi des techniques pour mieux attraper une proie, des techniques qui sont fournies par ce qu'on appelle l'estimative, c'est-à-dire l'intelligence sensible qui permet d'acquérir un bien sensible. La mémoire intellectuelle, elle, a comme objet quelque chose qui n'est pas seulement sensible, comme par exemple, si on a compris la notion d'éternité, qu'on l'a bien saisie, qu'on l'a bien analysée, qu'on a établi une définition, eh bien, la mémoire intellectuelle la garde, au-delà du temps. La mémoire intellectuelle peut aussi se souvenir d'un raisonnement qui aboutit à une démonstration, une conclusion particulière. Ça, la mémoire sensible ne le peut pas. Ce qu'elle peut garder, elle, c'est un raisonnement pratique. Par exemple, une technique de chasse pour attraper une proie. Ça, c'est de son domaine. C'est donc bien par l'analyse des objets qu'on peut distinguer ces deux domaines particuliers. Et lorsque j'étudierai un peu plus tard en philosophie du vivant l'intelligence, je me pencherai de manière particulière sur la mémoire intellectuelle et la mémoire spirituelle qui touche aussi la faculté d'affectivité spirituelle. Donc, dans cette leçon, c'est exclusivement la mémoire sensible que je veux étudier, mais avec elle aussi un domaine qui est plus vaste et qui pour le coup n'est pas une faculté vitale, mais qui a été mise en valeur à l'époque contemporaine par Sigmund Freud, à savoir le domaine de l'inconscient. Et on verra que ça a un rapport avec la mémoire, mais qu'en fait l'inconscient est beaucoup plus vaste, en étendue, que le domaine de la mémoire sensible. Alors dans une première étape, je vais donc analyser ce que c'est que la mémoire sensible. Son objet, sa cause efficiente, son organe, sa finalité. Donc, comme je l'ai dit, l'objet de la mémoire sensible, c'est la conservation du passé sensible. Donc, quand j'ai dit que la mémoire sensible conservait des images, j'ai bien précisé qu'elle conservait des images, mais aussi des états affectifs. Et beaucoup plus vastement, c'est la vie entière, dans son déroulé, que la mémoire sensible peut conserver. Mais évidemment, la vie dans son caractère de souvenir sensible.
le visage de sa mère, tel parfum qui fait penser à tel souvenir, à telle époque dans la chambre, la réunion de la famille, etc. Ce qui caractérise cette mémoire sensible, c'est que ces souvenirs, elle les fait remonter sous forme d'images, mais aussi d'états affectifs qui accompagnaient l'image. Elle est donc une mémoire de tout ce qui fait la vie humaine. Elle a donc une importance très profonde pour structurer ce que c'est qu'une personne humaine. En effet, une personne humaine, mais je pourrais dire aussi un animal supérieur, a un passé et se structure autour d'un passé. C'est quelque chose de très important. Et donc la mémoire a une importance dans la vie humaine particulière, au point que si un homme perd la mémoire de son passé, on peut dire qu'il perd une partie de ce qui constitue l'acte de sa personne. Parce qu'en effet, le souvenir de ce que sa mère a fait dans son enfance, de ce que son père faisait aussi, comment il se comportait avec soi, les paroles qu'il nous a dites, etc. Tout cela, ce n'est pas neutre par rapport à ce que nous sommes maintenant. Et ça ne touche pas seulement quelque chose de superficiel. Ça touche tout le développement de notre personne qui est devenue ce qu'elle est maintenant. Point, lorsqu'un accident survient, ou une maladie, ou la vieillesse, qui détruit la mémoire du passé, à quel point on peut dire qu'elle détruit aussi quelque chose de l'acte de la personne. Une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus elle-même. On peut l'aimer, mais elle est comme absente à elle-même. Ce qui constituait son acte, c'est-à-dire la perfection, a disparu. Lorsque cette personne ne se souvient plus des noms de ceux qui l'entourent, ne se souvient plus d'avoir eu tel enfant, on voit à quel point elle est amputée de choses beaucoup plus profondes que si elle avait perdu un bras. Cet aspect important des souvenirs pour confectionner une personne humaine posera d'ailleurs un peu plus tard une question, la question de la mort, qui vient détruire l'organe de la mémoire. Et donc pour se demander s'il n'y a pas là une contradiction fondamentale avec ce que c'est qu'une personne humaine. Alors avant d'aller plus loin dans l'analyse, et toujours en me penchant sur l'objet de la mémoire, je voudrais maintenant décrire quelques-unes des propriétés que la mémoire a par rapport à son objet, donc le souvenir du passé. On peut remarquer qu'on ne garde pas n'importe quel souvenir. Je veux dire par là que les souvenirs qui ont été accompagnés d'un état passionnel intense sont beaucoup plus conservés que les souvenirs qui étaient marqués par exemple par l'indifférence, le manque d'attention. Je dirais même que pour que quelque chose s'inscrive durablement dans la mémoire, il faut que ça ait été accompagné d'une grande passion, donc soit un grand intérêt, soit une grande peur. Toutes les passions, telles que les décrit saint Thomas d'Aquin, les 11 passions, ont un impact sur la mémoire. Et on peut dire que lorsqu'elles sont présentes de manière intense, ce sont elles qui ont le pouvoir d'inscrire durablement l'événement dans la mémoire sensible. Et ceci permet de comprendre une deuxième propriété de la mémoire. La mémoire trie les souvenirs. Elle ne garde pas tout, fort heureusement, tellement il y aurait de choses à garder. Certains psychologues disent que ce tri se fait d'ailleurs la nuit, pendant le sommeil, ce qui expliquerait certaines phases du rêve. Donc des souvenirs peu importants sont enfouis profondément et parfois même il est impossible de les retrouver. Et des souvenirs plus importants, selon un critère qui est difficile à cerner mais qui sans doute est lié à l'état affectif, sont conservés. L'exemple de la Madeleine de Proust, par exemple, son roman, où il part d'une madeleine, du parfum d'une madeleine qui lui rappelle son enfance, manifeste un petit peu ce caractère curieux de la mémoire. Certaines choses qui nous ont paru extrêmement importantes dans notre enfance, comme ce parfum de madeleine, parce que ça faisait référence à notre maman, à ce climat familial, à des souvenirs anciens, eh bien il a été conservé par la mémoire, quelque part, inconsciemment. Et lorsque cette odeur, ce parfum revient, alors c'est toute la scène qui est remise en mémoire. Elle était donc bien là, quelque part, dans une sorte de banque de souvenirs.
Cependant, on peut aller plus loin. Certains indices semblent indiquer qu'en fait, la mémoire garde tout, sans exception, mais que tout ne peut pas être mis à la conscience. Alors je voudrais manifester par là deux phénomènes qui semblent être un signe de cela. D'abord, le phénomène de certains malades mentaux, certains autistes, et d'autre part certains accidentés du cerveau qui ont, après cet accident ou à cause de cette maladie, l'incapacité d'oublier quoi que ce soit. Ça veut dire que leur faculté, leur mémoire, garde tout sans exception. J'avais entendu le témoignage d'une femme, par exemple, dotée d'hypermnésie. Quand on lui mettait la date d'une journée particulière à telle heure, eh bien elle pouvait raconter exactement ce qu'elle faisait, et quelquefois 20 ans avant, dans le moindre détail. Chez certains autistes, on se rappelle du film Rain Man. Il était capable, en lisant une fois l'annuaire téléphonique, de retenir tous les noms. Et quand on lui demandait un nom, page 1744, ligne 4, il le donnait. Ces phénomènes-là, qui sont rares, indiquent le caractère mystérieux de cette mémoire sensible, capable de performances assez étonnantes. Seulement, il faut remarquer que les personnes comme les autistes qui ont cette capacité fabuleuse, par ailleurs, semblent perdre de l'énergie pour d'autres choses que devrait pouvoir produire leur cerveau, comme si leur mémoire avait tout accaparé, comme si l'homme avait une capacité d'énergie limitée. Et donc, si la mémoire est trop puissante, si elle ne fait plus le tri, alors ils sont plus capables, par exemple, de relations interpersonnelles, d'interactivité. Et donc, ils semblent séparés du monde, ils semblent bizarres. L'autre expérience qui semble montrer que la mémoire est capable de tout garder, c'est l'expérience de l'approche de la mort. Et cela à deux niveaux. D'abord, quand un homme a l'impression qu'il va se tuer, et c'est ce que raconte par exemple Guy de la Rigaudie, un homme mort pendant la Seconde Guerre mondiale, un scout. Il le raconte dans son livre Étoile au grand large que quand il était jeune, pour crâner devant des filles, il voulut plonger du haut d'une falaise et entre son plongeon et l'arrivée dans l'eau, il eut l'impression, l'espace d'une seconde, qu'il avait mal calculé et qu'il allait s'écraser sur les rochers. Et là, en un instant, le temps de la chute, il vit défiler avec une précision extrême des souvenirs qu'il avait complètement oubliés, des souvenirs de son enfance. Lui, à tel moment, avec sa maman, le visage de sa maman penché sur son berceau, etc. Ce phénomène-là, qui arrive, et lorsqu'il est lié à un stress puissant, avant la mort, manifeste qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore dans la mémoire. Et même si le phénomène n'est pas reproductible, donc n'est pas capable d'être étudié en science, les témoignages suffisent pour intriguer le philosophe et pour lui dire que la mémoire est peut-être plus complexe, plus puissante qu'on ne le croit. Parce que dans l'expérience habituelle, on ne peut faire remonter à la surface que certains souvenirs. Et d'autres, on les a sur le bout de la langue, mais on est incapable de les faire réapparaître. L'autre expérience qui semble indiquer ce caractère mystérieux et profond de la mémoire, c'est l'expérience de ceux qui approchent la mort avec un arrêt cardiaque et qui racontent qu'ils sortent de leur corps et que là, tout d'un coup, ils se retrouvent avec des souvenirs qui peuvent ramener à la mémoire presque sans exception. Rien ne leur échappe, comme s'il y avait une banque en eux qui avait tout gardé. Et comme si c'était l'organe du cerveau, peut-être pas assez puissant, qui empêchait que ces souvenirs, conservés tous sans exception, puissent remonter. Souvent, les NDE s'accompagnent ensuite d'une expérience mystique et avec un être de lumière, les gens témoignent qu'ils repassent le film de leur vie, le bien et le mal commis, et qu'avec cet être, ils jugent de leur vie en fonction de l'amour. Mais l'essentiel pour ce qui concerne cette leçon de philosophie-là, c'est qu'il semblerait, en fait, que rien n'est effacé, que tout est présent. Et c'est quelque chose qui serait fabuleux, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la mémoire sensible structure la personne humaine, pas seulement dans son conditionnement,
On ne peut pas dire que le souvenir de ce que sa maman nous a dit, notre maman nous a dit dans notre enfance, n'est qu'un conditionnement de notre vie. C'est une partie de notre vie, ça fonde même notre vie, un peu comme une source fonde le cours d'une rivière qui devient un fleuve et qui après se jette dans la mer. Alors le statut philosophique des expériences proches de la mort est fragile, puisqu'il n'est lié qu'à des témoignages. Cependant, à force de multiplier les témoignages, il est clair que le philosophe, qui ne s'arrête pas à la seule source que serait l'expérience externe, peut y réfléchir, mais en mettant évidemment tout le caractère prudentiel qu'il y a par rapport à cela, tant qu'il ne l'a pas lui-même expérimenté. Une autre propriété de la mémoire, qui cette fois est expérimentable par tous, c'est qu'on se rend compte qu'elle est liée au psychisme et qu'elle est capable de trier selon ce qui l'arrange. Je veux dire par là que si certains souvenirs nous déplaisent, nous rendent honteux, ne nous mettent pas facilement en valeur, et si on est particulièrement vaniteux, on peut reconstruire le passé et les événements, mais pas seulement en se mentant à soi-même, en croyant sincèrement que l'histoire s'est passée comme cela. Donc on a tous l'expérience de scènes particulièrement douloureuses, de scènes de ménage par exemple, ou de scènes de notre enfance, qui, lorsqu'on les remet à la mémoire des années plus tard, ont été réinterprétées, et l'autre n'en a pas du tout le même souvenir. En général, on se donne le bon rôle, ou au contraire, si on est scrupuleux, le souvenir peut faire remonter l'histoire en nous donnant à nous un rôle plus coupable que ce qu'il n'était à l'époque. Ce phénomène indique que la mémoire n'est pas objective, c'est la mémoire du sujet affectif. Et donc, que ce qui est gardé, ce qui est reconstruit, ce qui est remis en mémoire, est lié à ce que l'homme se construit lui-même, selon son tempérament et donc aussi selon sa vie spirituelle. Ce caractère subjectif de la mémoire est significatif. Je pense que si on étudie objectivement ce qui s'est passé à l'époque et qu'on le compare à son souvenir, on doit pouvoir comprendre qui on est. Quelqu'un comme Sigmund Freud le faisait par rapport aux rêves. Mais en réalité, il y aurait tout un travail à faire, et en se séparant évidemment du caractère idéologique de Freud, mais tout un travail à faire pour comparer la reconstruction de nos souvenirs et afin de se connaître en fonction de cela. Nous découvririons toutes nos vanités, mais aussi toutes nos hontes, toutes nos culpabilités, tout ce qui fait la richesse d'une personne humaine avec sa complexité. Parfois, ceux qui constatent que les personnes reconstruisent leur passé ont tendance à les condamner moralement. Mais en réalité, ce n'est pas toujours quelque chose de condamnable. Parfois, c'est lié à la nécessité simplement de survivre par rapport à des événements beaucoup trop lourds à porter, beaucoup trop douloureux. D'ailleurs, les psychologues qui étudient des phénomènes d'amnésie constatent que parfois, il y a des amnésies parce que l'événement était trop douloureux. Ça veut dire que, dans une réaction saine, la mémoire semble faire disparaître complètement du côté conscient, c'est-à-dire de la capacité à faire revenir à la conscience un événement douloureux. Et ce n'est pas seulement dû à un choc sur le cerveau, comme ça peut se passer par exemple dans un accident de la route, où on ne se souvient plus de ce qui s'est passé dans l'accident. C'est parfois lié à un état de choc simplement affectif. Par exemple, on a assisté à un meurtre, ça nous a traumatisés, eh bien on ne se souvient plus de rien. On ne se souvient même plus de l'avoir vécu. Alors encore un point que je pourrais développer par rapport à la mémoire, c'est sa cause efficiente. Je veux dire par là, d'où viennent les souvenirs? Eh bien je dirais que la mémoire est intimement liée à l'imagination. Je veux dire par là que les souvenirs passent par l'imagination et ne sont pas donnés à la mémoire directement par les sensations. Et c'est pourquoi les souvenirs sont repensés, sont vécus par la personne. C'est comme une tradition intime, je dirais. Donc il y a le fait objectif
qui est transmis par nos sens externes, qui est filtré et reconstruit, magnifié ou attristé par l'imagination qui elle-même est conditionnée par toutes sortes de choses, nos passions affectives. Par exemple, si on vient de perdre quelqu'un, le ciel bleu peut paraître, à cause de la tristesse des passions, triste. Et ça, c'est mis dans l'imagination et c'est gardé par la mémoire. Ce qui veut dire qu'un ciel radieux, dans la mémoire, peut être un ciel triste. La vie psychique, elle est toute unifiée, en fait. Et donc, ça explique ce phénomène-là. Donc, c'est l'imagination qui apporte à la mémoire son contenu. Et je dirais donc que la mémoire est capable de battre le temps, de même que l'imagination est capable de battre l'espace et de s'en affranchir. Cependant, il faut maintenir que mémoire et imagination ne sont pas la même faculté, mais que ce sont bien deux facultés différentes. D'abord parce que leur objet est différent. L'imagination, donc, a comme objet la totalité des images. C'est tout, sans aucune autre précision. Tandis que la mémoire a un objet beaucoup plus précis et spécifique, c'est le fait de garder au-delà du temps ces images. Eh bien, s'il y a bien deux objets différents, deux objets sensibles différents, on doit pouvoir induire une faculté vitale différente de l'imagination. Une faculté qu'on appelle la mémoire sensible, et qui a donc obligatoirement un organe particulier dans le cerveau. Et là, lorsqu'on se pose la question de la cause matérielle, ce que la science moderne a manifesté avec puissance et qu'Aristote ne pouvait pas, à son époque, découvrir, on se rend compte à quel point ce qu'il avait découvert est confirmé. L'organe de la mémoire est différent de l'organe de l'imagination, comme le prouve le fait qu'on peut perdre la mémoire et on peut garder l'imagination. Je dirais même que chez l'homme, l'organe de la mémoire est extrêmement important en taille, et que c'est peut-être l'une des choses qui explique en grande partie la taille du cerveau humain, qui est si gros par rapport au cerveau des animaux, en comparaison évidemment de la taille du corps, parce que le cerveau d'une baleine, je suppose, est tout de même plus gros que le cerveau humain. Un singe, anthropoïde, est capable de se souvenir peut-être de 600 mots. 600 mots qu'on lui présente et qui font référence à des choses concrètes. Crayon, vert, rouge, bleu, etc. La mémoire sensible humaine peut en conserver des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres. Je dirais même que, quelquefois, il y a une capacité de mémoire, surtout quand elle a été entretenue dès la petite enfance, qui est gigantesque chez l'homme et qui fait que certains humains sont capables de parler des dizaines de langues couramment. Et donc ça implique qu'ils connaissent des dizaines de fois le mot dans telle langue et telle langue. Les signes, les mots, sont des choses contingentes. Ça veut dire que ça n'a pas d'objectivité. C'est pas comme un chat qui visiblement est réel devant nous. Un mot, comme le mot chat ou cat en anglais, peut changer selon les langues. C'est donc une pure convention qui change même avec le temps. Eh bien, la mémoire est capable de les garder. Il y a donc un organe de la mémoire. Mais la science moderne va plus loin. Elle pense avoir démontré qu'il y avait au moins deux organes de la mémoire. Il y a une mémoire à long terme qui garde des souvenirs anciens et qui les maintient longtemps, longtemps. On peut par exemple, quand on a 80 ans, se souvenir parfaitement de ce qu'on faisait quand on avait 20 ans. Et il y a une mémoire à court terme. Finalement, c'est un mécanisme qui est très proche de ce qu'on constate dans les ordinateurs. On parle de disque dur, où on enregistre des événements, ils restent stablement dedans, et de la mémoire vive, qui sert à l'action immédiate, et qui est effacée dès qu'on efface l'ordinateur, dès qu'on arrête l'ordinateur. Eh bien, chez l'être humain, ça semble être pareil. Et alors on observe, en regardant les mécanismes de perte de mémoire chez les personnes malades ou les personnes âgées, on observe parfois que les souvenirs très lointains sont absolument présents, tandis que la mémoire
durable n'est plus capable d'accumuler des souvenirs du présent. Par exemple, la personne ne saura plus ce qui s'est passé il y a 15 jours, et pourtant c'était un événement extrêmement important, alors qu'elle pourra chanter une chanson qu'elle avait chantée quand elle avait 20 ans, sans problème. De même, certaines personnes ont un handicap au niveau de leur mémoire immédiate, leur mémoire vive, leur mémoire vive qu'on appelle en informatique. Je veux dire par là qu'ils ne se souviennent plus, un instant après, de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est une maladie très invalidante, au point que certaines personnes prennent des notes de tout ce qu'ils font, précisément pour pouvoir continuer leur activité après. Sinon, ils en seraient incapables. Ces différentes parties de la mémoire sont très intéressantes pour manifester comment fonctionne le cerveau humain, qui est un monde encore absolument inconnu. Mais je dirais qu'il y a encore davantage à montrer. Il y a sans doute dans le cerveau, donc dans la mémoire à long terme, des domaines, des tiroirs particuliers où sont rangées des choses diverses. Par exemple, le fait d'avoir appris par cœur une poésie ou une langue dans sa jeunesse, le souvenir est rangé dans un tiroir différent de ce qui s'est passé en famille lors d'un grand tremblement de terre, lors d'une grande épreuve qui a secoué la famille, par exemple le divorce de ses parents ou quelque chose comme cela. Le premier souvenir est un souvenir qui n'implique pas l'affectivité, alors que le second souvenir implique une affectivité, une souffrance. Et donc, il semblerait que ça ne s'inscrive pas au même endroit dans la mémoire, et qu'il ne faille pas, pour faire réapparaître ces souvenirs-là, activer le même endroit du cerveau. Alors peut-être en fait que tout ça s'explique par les diverses connexions des neurones qui mystérieusement gardent ces souvenirs et on ne sait pas du tout comment. Peut-être en fait qu'il y a une seule mémoire à long terme, mais qu'il y a divers endroits où sont rangés les souvenirs, un peu comme le disque dur d'un ordinateur où des dossiers sont ouverts puis sont fermés. Peut-être qu'il n'y a pas là à poser diverses facultés. Par contre, pour ce qui est de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme, il me semble que là, on peut poser au moins deux facultés, puisqu'on peut perdre l'une et garder l'autre ou inversement. Mais c'est aussi la contemplation de Dieu. Pour qu'un philosophe l'ait dit comme ça, c'est parce qu'il avait déjà constaté à son époque que ceux qui n'avaient ni foi n'avaient souvent ni loi. Et donc je pense que le fait qu'actuellement on croit qu'on peut se débarrasser impunément de la recherche religieuse, de l'orientation vers Dieu, explique la fragilisation de sa propre. Je voudrais maintenant aborder la question de la finalité de la mémoire sensible. Alors, comme toutes les facultés de la vie sensible, elle est donc partie du psychisme qui n'a pas en lui-même de finalité propre, mais qui est finalisée soit par la vie végétative, elle se met au service de cette vie végétative, soit par la vie spirituelle quand il s'agit de l'homme. Eh bien, la mémoire sensible n'échappe pas à cette règle. Et donc d'abord, dans la vie animale, pure, on constate que la mémoire est une faculté extrêmement utile et qui sert pour mieux survivre, pour mieux se reproduire, et lorsqu'il s'agit d'animaux supérieurs qui ont une vie sociale, pour mieux connaître les règles et les appliquer, les règles de cette vie sociale. Seulement, on constate chez les animaux inférieurs un niveau de mémoire qui est fort différent de ce qui se passe chez les animaux supérieurs. Donc je rappelle que j'appelle animal inférieur celui qui est programmé, un petit peu comme un drone ou comme un ordinateur. C'est ce qu'on constate par exemple chez la guêpe, chez l'abeille, qui n'apprennent rien de leurs parents, mais qui connaissent tout de manière innée, tout ce dont elles ont besoin pour leur vie. Eh bien, par exemple, les abeilles sont porteuses d'une mémoire de l'espèce. Je veux dire par là que lorsqu'elles sortent de leur cocon, et que leur rôle est par exemple au départ d'être éclaireuses,
Elles savent quel geste effectuer, elles savent quelle danse effectuer pour prévenir les autres abeilles qu'il y a des fleurs à butiner plus loin. Elles n'ont rien appris de leurs parents, c'est inné. L'inconvénient, c'est qu'elles n'ont pas non plus de mémoire pour acquérir de l'expérience. Je veux dire par là qu'une abeille, si par exemple elle se prend une fenêtre, n'apprendra jamais à éviter la fenêtre la seconde fois. Elle est un animal entièrement programmé. Et si les abeilles, peu à peu, évoluent en fonction du contexte, c'est selon les lois de Darwin. Par exemple, un prédateur nouveau apparaît, comme le frelon, qui vient d'Asie, et qui est capable de tuer en se postant devant une ruche des ouvrières, puis un autre frelon pour la suite, etc. Et ils peuvent exterminer toute une ruche. Eh bien, les abeilles européennes n'ont aucune capacité pour inventer un truc pour se défendre de ce frelon, mais aussi pour lui survivre. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de mémoire. Et pour sauver l'espèce des abeilles européennes, il y a deux possibilités. Soit tout d'un coup, dans une ruche particulière, il y aura eu une mutation sur un petit groupe qui inventera un truc qui s'avérera efficace et qui tuera les frelons, soit on importera des abeilles venant d'Asie et qui, elles, savent bien comment faut tuer ce frelon. À savoir que sa température de mort étant de, mettons, 37 degrés 2, la température de mort des abeilles étant de 37 degrés 8, eh bien elles s'agglutinent autour, elles battent des ailes, et lorsque la température a atteint 37 degrés 4, le frelon est mort, les abeilles sont vivantes, et elles passent à la suivante. Mais cette technique-là, mystérieusement acquise, n'arrive pas comme cela. Il faut peut-être des milliers d'années pour que petit à petit cela se fasse. Et c'est la grande différence qu'il y a avec les animaux supérieurs. Cependant, avant d'aller considérer le cas des animaux supérieurs, je dois manifester ici que cette mémoire de l'espèce, nous l'avons aussi, nous, en nous, l'homme. Et c'est ce qu'on appellera tout à l'heure, j'en parlerai un tout petit peu, mais je ferai une leçon particulière sur ce thème-là, l'inconscient. Ce n'est pas tout à fait du domaine de la faculté de mémoire telle que je viens d'en parler. C'est présent à tout notre être. Il y a un inconscient inné qui détermine en nous certains comportements. Par exemple, un bébé qui vient de naître n'a pas besoin d'apprendre à téter. Il sait parfaitement faire le geste, c'est inné en lui, et bien c'est du même ordre que cette mémoire innée qu'on trouve chez les animaux inférieurs, chez les abeilles. Les animaux supérieurs, au contraire, eux, ils ont une véritable mémoire des images comme nous, dont ils peuvent se servir. Tout n'est pas programmé chez eux. D'ailleurs, la preuve, c'est que les animaux supérieurs, comme par exemple les lions, doivent absolument être éduqués par leur clan, sinon ils ne peuvent pas survivre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas acquis la culture sensible qu'ils apprennent normalement par l'éducation et qui n'est pas innée en eux. La culture sociale, par exemple. Si un jeune mâle a été élevé par un humain et qu'il ne sait pas, alors qu'il a été relâché dans la nature, qu'un lion en face, mâle, est un danger mortel pour lui, c'est pas un gentil chat qu'on vient saluer, mais il va le tuer immédiatement parce qu'il le prendra comme un rival, eh bien ce lion n'a aucune chance de survivre dans la nature. Il faut qu'il ait appris ce genre de comportement dans sa mémoire par l'éducation venant de sa mère ou de son père qui leur manifeste à ces lionceaux le danger que représentent les mâles d'une tribu qui n'est pas la sienne. Et donc le fait que les animaux supérieurs puissent apprendre des choses par éducation, mais aussi se souvenir à travers de douloureuses expériences parfois, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour survivre, leur donne une immense supériorité par rapport aux animaux inférieurs. En effet, les animaux, lorsqu'ils ont été confrontés tout d'un coup à ce chasseur particulier, imbattable, sur tous les points, qui s'appelle l'homme, ont très vite compris qu'il ne fallait pas s'en prendre à l'homme, que si on tuait un petit de l'homme, le reste se vengerait. Et donc très très vite, ils ont eu peur de l'homme qui pourtant en lui-même est un primate extrêmement fragile, qui a un corps qui n'est pas fait du tout pour résister à des espèces puissantes comme les lions.
Mais ça fait rien. Ils l'ont appris. Et ça, c'est leur est venu de leur douloureuse expérience, sans doute, au cours de milliers d'années, parce qu'ils ont eu des membres de leur clan qui ont été tués par des chasseurs humains, avec leurs lances, leurs propulseurs, leurs arcs, qui sont capables de tuer de loin. Résultat, si un essaim d'abeilles n'apprend rien, ou alors qu'il faut du temps, à cause de mutations génétiques probablement, une espèce d'animaux supérieurs, par la culture qu'elle peut acquérir, peut apprendre de l'expérience et peut donc davantage survivre au danger. On peut donc, pour résumer, dire que la mémoire des animaux supérieurs leur fait se souvenir de tout, comme pour l'homme, ce qui est lié à leur passé, mais c'est en vue de leur survie, de leur reproduction et de leur mode de vie social avec le groupe. Ainsi, par rapport à leur survie, ils apprennent les dangers, mais ils possèdent en eux une capacité innée aussi, comme les animaux inférieurs, de sentir certains dangers. Je me rappelle d'une expérience qu'avait fait mon frère qui élevait des poules. Et un jour, il trouve une petite buse qui était tombée du nid mais qui avait déjà ses plumes. Et voulant ne pas qu'elle meure, il l'avait posée pendant quelque temps dans sa volière où il y avait les poules. Les poules n'avaient jamais vu une buse de leur vie. Et quand elles ont vu cette petite buse posée là par terre, toute frigorifiée, etc., il y a eu chez les poules un mouvement de fuite avec un cri que j'ai entendu. Je suis accouru, je me demandais ce qui se passait. Elles ont eu immédiatement peur de cette buse qu'elles n'avaient jamais vue. Ça, c'est lié à la mémoire animale inférieure qui est présent aussi chez les buses, chez les poules, et donc chez l'homme aussi pour d'autres choses. Par exemple, il est certain qu'un homme un petit peu développé, de manière innée, sait qu'un chien qui fait telle forme de grimace est dangereux. Et donc, il aura peur, il ne s'approchera pas. Cependant, pour l'homme, vu que la mémoire est aussi spirituelle, on constate que cette mémoire innée est beaucoup moins importante que chez certains animaux. Alors il y a l'aspect souvenir de l'éducation de l'enfance, il y a l'aspect expérience qui ont été acquises au cours de la vie de ces animaux supérieurs, et tout cela forme ce qu'il est devenu comme adulte. Il y a une certaine culture animale, avec même un langage particulier à des groupes animaux. Et cette culture animale peut se transmettre à la génération, ou doit se transmettre à la génération suivante. Cependant, la mémoire animale est très limitée, si bien qu'il ne garde pas tout. Il ne garde que certains petits aspects les plus utiles pour la survie et pour la reproduction. Donc on raconte toujours cette histoire des chimpanzés qui avaient appris par une guenon, qui était elle-même apprivoisée, mais qui avait des problèmes de dents, à laver leurs pommes de terre. C'était la guenon qui, remise dans la nature, leur avait appris à laver leurs pommes de terre. Ils avaient découvert que c'était quelque chose qui était agréable. Il y avait moins de crissements sous les dents. Et bien, des années plus tard, 20 ans plus tard, ce groupe de chimpanzés lavait encore ces pommes de terre quand ils les trouvaient. Il s'était donc transmis une certaine culture. On peut dire que l'animal supérieur qui a été le plus doué à ce niveau de transmission de la culture a disparu et que c'est certainement les Homo erectus, Homo habilis, tous ces hommes fossiles qui étaient de purs animaux, mais qui visiblement ne se transmettaient pas seulement des petits outils comme les chimpanzés font, une branchette pour attraper des termites et les manger après, mais se transmettaient carrément le feu, l'usage du feu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que pour arriver soit à garder du feu, soit à l'allumer, mais je dirais plus probablement qu'ils gardaient du feu, peut-être du feu qui était tombé par de la foudre, et ils avaient trouvé un système pour le garder, et pour faire cuire leur viande. Eh bien, c'est quelque chose qui implique une mémoire sensible extrêmement puissante, mais aussi une estimative, c'est-à-dire une intelligence animale très développée. Garder le feu, qui est un outil concret en vue de la survie, n'implique pas qu'il y ait une intelligence spirituelle. Ça reste du domaine de l'utile, du concret. Il n'y a aucun concept spirituel. La preuve
qu'il y a une intelligence spirituelle, c'est uniquement quand on peut trouver des tombes organisées avec des offrandes, par exemple, ou de la nourriture, afin de permettre la survie dans l'autre monde. Là, c'est la preuve de l'existence de l'esprit, parce qu'il y a donc une sagesse, donc une réflexion sur le sens de la vie et la survie après la mort. Et ce n'était pas du tout le cas des Homo erectus, des Homo habilis, ces hommes fossiles disparus il y a bien longtemps. Alors, quelle est la finalité de la mémoire pour ce qui concerne l'homme? L'homme, évidemment, peut la mettre au service, comme l'animal, toujours pareil, de sa survie, de sa reproduction, ça je ne vais pas insister dessus. Il y a pareil une culture de ces choses-là qui se transmet. Mais l'homme, qui est un être spirituel, qui est doté d'intelligence et de volonté libre, va mettre sa mémoire sensible au service, de sa vie spirituelle selon toutes ses dimensions. J'avais montré à la leçon précédente comment l'imagination était la faculté la plus essentielle pour ce qui était du domaine de l'intelligence artistique, c'est-à-dire la production d'œuvres belles. Eh bien la mémoire, elle est la faculté la plus essentielle au niveau de l'intelligence morale et affective, qui constitue la vie personnelle de l'homme. Je dirais que c'est là, parce que nos relations avec ceux que nous aimons sont liées à toute une série de souvenirs liés au passé. Des souvenirs très affectifs, très intimes, des parfums, des visages, des sourires, des actions particulières, que la mémoire est si importante pour ce domaine-là, ce domaine de l'éthique. Certes, l'imagination aussi est utile pour le domaine de l'éthique, donc des relations aux autres. Elle permet, par exemple, de faire des surprises, d'inventer des cadeaux, de trouver des moyens pour mieux réaliser la relation d'amour, d'amitié. Mais la mémoire, elle fonde tout le passé de la relation, au point que si on perd la mémoire, on peut aller jusqu'à perdre la relation, ce qui est terrible pour un être humain. C'est quelque chose qui effraie d'ailleurs quand la vieillesse approche, parce que c'est une véritable déchéance de ce qui constitue la personnalité totale, la plus profonde en tout cas, de l'être humain. Dans ce domaine des relations affectives, un psychanalyste, Sigmund Freud, avait manifesté à quel point l'enfance était importante. Ça, on ne peut pas nier qu'il l'a mis en valeur, même si il a établi des théories complètement fumeuses, je pense, par rapport à ce que c'est, ce qui est important dans l'enfance. Mais ce qu'on peut garder de lui, c'est que la mémoire s'enracine jusque dans la petite enfance. Et qu'effectivement, il y a un inconscient profond des premiers événements de la vie, qui démarre bien avant l'apparition de la conscience spirituelle. Je dirais que les 2 premières années de la vie, de 0 à 2 ans, forment même un substrat fondamental, à savoir que parfois, tout notre comportement actuel, nos mal-être actuels, se réfèrent à ce qui s'est passé dans ces 2 premières années. Freud disait, c'est lié à la relation au père et à la mère de manière libidineuse, libido, c'est-à-dire sexuelle. En réalité, c'est bien plus profond que cela. C'est lié à l'amour sensible. Un enfant tout petit a besoin de 2 amours complémentaires qui s'équilibrent, à savoir de la douceur, de la tendresse, avec une dose importante. Mais pas seulement, il a besoin aussi de quelque chose qui le structure dès la petite enfance. Un autre amour qui s'appellerait plutôt autorité, mise sous la dépendance de quelque chose qui va le structurer. Si, dans les 2 premières années, l'enfant n'a reçu que l'aspect tendresse et qu'il n'a pas reçu l'aspect autorité dont il avait besoin, comme par exemple le fait de ne pas immédiatement faire ce qu'il veut dès qu'il réclame, mais ce n'est pas lui le maître, ce sont les parents qui décident, eh bien, il y a des conséquences qui peuvent être pour toute la vie. D'autres conséquences viendront d'un manque d'amour. Un enfant qui, pendant les 2 premières années de sa vie, n'aura été que nourri, sans aucune tendresse. Il en gardera des séquelles, et il ne sait pas pourquoi, plus tard, il a des séquelles. C'est aussi le domaine de l'inconscient. Il y a une mémoire de la petite enfance qui a un impact inconscient
sur la vie concrète des gens, et j'en donnerai un petit mot tout à l'heure. La personnalité, si elle est fondée sur ces 2 premières années, et même sur ce qui se passe dans la vie intra-utérine, de manière encore plus cachée, évidemment, se développe aussi à travers les souvenirs qui, eux, datent de l'enfance consciente, puis de l'adolescence, puis de la jeunesse. Un être en formation fonde sa vie d'adulte là-dessus. Et la mémoire y a un rôle très essentiel. Et cette mémoire-là est aussi liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la mémoire des personnes, la mémoire de la vie morale. C'est donc le domaine le plus important. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Mais évidemment, la mémoire ne se borne pas à ce domaine-là. Elle est présente à toute notre vie spirituelle. Par exemple, prenons la vie intellectuelle, la vie philosophique. Il est certain que ce qui compte en premier, c'est la mémoire intellectuelle, celle qui comprend certaines notions. Mais malgré tout, la mémoire de certains trucs, de certaines étapes qu'on apprend par cœur. Par exemple, apprendre par cœur la liste des 5 transcendantaux. Une notion particulière en métaphysique. Eh bien, ça permet, une fois qu'on les remet par sa mémoire sensible, présent à l'intelligence spirituelle, de retrouver immédiatement la notion qui, elle, avait été comprise, sans avoir besoin de faire toute la recherche qu'avait faite Aristote et qui l'avait amené à poser 5 concepts particuliers qui étaient convertibles entre eux avec l'être, les concepts transcendantaux. J'insiste pas, j'explique pas maintenant, le but n'est pas là. Le but c'est de montrer simplement comment apprendre par cœur certaines choses peut être mise au service de la vie intellectuelle. Évidemment, une intelligence doit pouvoir, par elle-même, retrouver les transcendantaux. Donc elle réfléchit, elle se dit, qu'est-ce qui a autant d'extension que l'être? Et elle se dit, tout être peut être connu, donc certainement que le vrai, tout ce qui est être, est connaissable, donc est vrai. Et elle retrouve comme cela un transcendantal. Oui, mais le fait de les connaître au point de départ, d'en connaître la liste par cœur, gagne un temps fou et évite de refaire toute la démarche intellectuelle qui, elle, est du domaine de la mémoire de l'intelligence, qui n'a rien à voir avec la mémoire sensible. Le par cœur, je dirais, ce qu'on apprend par cœur. Autre domaine que je voudrais manifester, et qui est le propre de la mémoire humaine, c'est le domaine de la culture. J'avais montré que pour les animaux supérieurs, il y a déjà une petite culture qui se transmet, mais c'est une culture très limitée, parce qu'elle est bornée uniquement par ce qui leur est utile. Donc leur estimative met des limites à cela. Pour l'homme, au contraire, la culture, elle est liée à son intelligence spirituelle, qui elle-même peut connaître potentiellement tout. Elle n'a pas de limite, elle s'intéresse à tous les domaines, l'histoire, le passé, l'archéologie, la science, tout, sans exception. Et donc, la mémoire sensible va être un instrument qui va se mettre au service de la même extension que l'intelligence spirituelle. Et résultat, il s'avère que la mémoire sensible humaine, donc le domaine de ce qu'on apprend par cœur, et de ce qui peut être gardé effectivement dans les mémoires des ordinateurs. Donc la mémoire, actuellement, joue un moins grand rôle qu'à l'époque où la transmission était uniquement orale. La mémoire sensible peut donc garder tout. Elle peut garder les progrès mathématiques, elle peut garder ce qu'on a appris par l'expérience historique, elle peut garder les découvertes philosophiques. Et c'est à tel point que je crois que, en fait, lorsqu'on dit abusivement que s'il arrivait une guerre nucléaire qui détruisait toutes les centrales électriques, on en retournerait à l'âge de pierre, on se trompe profondément, on exagère. En réalité, même s'il y avait une guerre nucléaire qui détruisait les 4/5 de l'humanité, mais qui laissait survivre, évidemment, une partie des gens des pays occidentaux. Évidemment, si tous les occidentaux sans exception mouraient et qu'il ne subsistait plus que quelques tribus océaniques, la mémoire serait perdue. Mais s'il subsistait, mettons 10 000 personnes en France simplement, eh bien, jamais on ne retournerait à l'âge de pierre. C'est impossible. Parce que la mémoire est là. Et parmi ces 10 000 personnes, il y a forcément des physiciens, des mathématiciens,
même peut-être à leur petit niveau, mais qui le transmettrait aux enfants, et qui fait que peu à peu, l'humanité, ça mettrait peut-être quelques siècles, mais retrouverait le niveau intellectuel qu'elle avait acquis avec la civilisation. Évidemment, si les contingences étaient tellement dures que personne ne puisse plus cultiver la mémoire de cette culture du passé, qu'on n'enseignait plus aux enfants, mais qu'on passait son temps à chercher fiévreusement une racine à manger, quelque chose comme cela, on pourrait perdre la mémoire du passé et en revenir à quelque chose de grave. Mais c'est une chose qui, à mon avis, ne se produirait pas, parce que, de toute façon, on sait maintenant comment cultiver. On a trié déjà les graines qui fonctionnent. On n'en est pas au néolithique, où on devait tout apprendre et où les graines sauvages produisaient très peu. La mémoire, elle ne peut pas être entièrement effacée. C'est une mémoire de l'humanité, et on voit à quel point elle est utile, importante. Alors je voudrais faire une remarque encore. Le père Marie-Dominique Philippe développe à un moment donné, dans le domaine de la mémoire, le domaine de l'acquisition des vertus. Il est vrai que lorsqu'on pose un acte vertueux, que ce soit une vertu intellectuelle, comme par exemple faire de la philosophie, habitus de science, ou alors une vertu morale, comme par exemple se comporter avec prudence, dans la vie, modérément. On finit par avoir l'habitude d'agir comme cela et on agit plus facilement. Et il le liait ça à la mémoire. En réalité, on ne peut pas lier ça qu'à la mémoire sensible. Certes, la mémoire sensible, puisque l'être humain est totalement unifié, a un rôle, puisqu'elle rappelle à notre intelligence au cas où on l'aurait oublié, certains actes immoraux qu'on a faits et qui ont pu nous conduire à un moment donné à des échecs. Donc c'est utile. Cependant, les habitus moraux, par exemple, eux, ils s'acquièrent aussi par une connaturalisation de notre être, de notre esprit, à l'acte moral. C'est comme une habitude, c'est pas seulement une mémoire, c'est quelque chose d'autre. C'est comme un pli que prend la faculté vitale dans l'axe qu'on lui donne. Le vice fait la même chose, sauf que lui, il est finalisé par une mauvaise finalité morale, comme par exemple la vertu de l'avare, qui est un vice et qui se connaît toutes les techniques pour s'enrichir de plus en plus. L'avare a acquis une mémoire de ce qu'il ne faut pas faire. Donc la mémoire sensible lui est utile. Il a aussi une mémoire intellectuelle des mécanismes de l'argent. Donc ça lui est utile. Mais l'habitus, le vice en question, est encore autre chose. C'est un pli de son comportement humain tout entier. Même chose pour les vertus intellectuelles qui s'appuient sur la mémoire, comme je l'ai indiqué. On a appris par cœur certaines choses qui nous sont utiles, qui s'appuient sur la mémoire spirituelle, intellectuelle. On a compris certaines notions et on les retrouve facilement. Et puis ensuite, il y a tout un mécanisme de pensée qui, par l'habitude, est acquis et qui n'est pas de l'ordre de la mémoire, mais qui est de l'ordre d'un bon fonctionnement de l'intelligence qui est bien entraîné. Avant de conclure cette leçon, je voudrais donner une petite remarque par rapport à l'inconscient. L'inconscient est-il de l'ordre de la mémoire? On constate en réalité qu'il y a dans notre mémoire sensible un gigantesque domaine inconscient. Par exemple, je suis à peu près certain, comme je le disais au début de cette leçon, que quelque part dans ma mémoire est stocké ce que je faisais le 11 novembre 2011 à 10h05. Mais je ne m'en souviens pas. Ça veut dire qu'il y a une immense quantité de choses qui ne peuvent plus être remises à la conscience. Mais cependant, si on peut comparer la mémoire sensible à l'iceberg, et seule la partie émergée est consciente, et en dessous, il y a 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus de choses qui sont cachées et qui sont réellement présentes. Il y a donc un inconscient de la mémoire sensible. Cependant, l'inconscient est beaucoup plus vaste que ce domaine de la mémoire sensible. Et je ferai une leçon spécifique à la fin de ces cours de philosophie du vivant pour manifester plus précisément le domaine. En réalité, le domaine de l'inconscient, il est présent à tout notre être.
Il y a d'abord un inconscient génétique qui est en nous. Actuellement, des milliers de facultés, des milliers d'actions vitales se font au niveau de nos cellules elles-mêmes. C'est inconscient, mais c'est présent. Il y a notre chiffre génétique qui fait ce que nous sommes corporellement et même psychiquement en partie. Ça a conditionné notre développement. On ne s'en rend pas compte, c'est là, mais c'est inconscient. Et ça a une influence énorme sur notre façon d'être maintenant, évidemment. J'aurais un autre ADN, j'aurais un autre visage, j'aurais une autre voix, je serais peut-être une fille. Je serais donc quelqu'un d'autre. Dans le domaine de l'inné, il n'y a pas que ce côté corporel, il y a aussi un domaine de l'inné qui touche à notre esprit. Saint Thomas d'Aquin montrait par exemple que notre intelligence et notre volonté n'est pas neutre. Ils sont orientés dès le départ de manière innée plutôt vers le bien. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont faire le bien. Mais je veux dire par là que tout enfant à qui on montrerait une action bonne s'en réjouit naturellement. N'a pas dès le départ la haine de l'action bonne. Par exemple, le fait qu'on ait recueilli un petit chat qui était abandonné, personne ne peut détester ça quand il est naturellement lui-même. L'intelligence a ce qu'il appelait une syndérèse. De même, notre esprit cherche, dès qu'il est éveillé, à savoir d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, et il n'a pas de repos tant qu'il n'a pas répondu aux questions profondes du sens de la vie. C'est un autre inconscient que Carl Gustav Jung avait développé, et il s'était opposé à Sigmund Freud en disant « Vous maintenez l'inconscient qu'au niveau sexuel, et c'est vrai qu'il y a un inconscient sexuel, mais l'inconscient est bien plus vaste que cela, et il avait raison. » Je dirais donc que l'inconscient n'est pas la mémoire sensible, mais qu'il est présent à toutes les facultés de notre être, non seulement dans le domaine de l'inné, mais dans le domaine de l'acquis, de l'expérience de la vie. Et je dirais qu'il touche aussi aux actions libres, aux choix qu'on a faits au cours de notre existence. Une personne normale, adulte, doit se rendre compte qu'elle a cet inconscient. Et alors cet inconscient ne détermine pas ses choix, elle les conditionne seulement. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'on a un tel passé, telle génétique, qu'on est obligé de trahir ses amis. Mais on peut avoir une tentation, parce que on a par exemple dans le passé agi plutôt égoïstement. Bon, de toute façon, je développerai cet aspect-là pour lui-même, parce qu'il vaut le coup d'être développé. Et je pense avoir suffisamment manifesté comment il ne faut pas confondre l'inconscient et la mémoire sensible qui, elle, est une faculté vitale, particulière, que j'ai à analyser maintenant.